Donc, toujours dans les formes cliniques, vous devez détailler aussi celui des patients immunodéprimés, donc qui, eux, en général, font une forme chronique ou une forme sévère avec une aplasie érythrocytaire marquée et une anémie chronique très sévère également chez les patients immunodéprimés. Et vous décrivez aussi dans les formes cliniques la transmission de la mère à l'enfant avec comme principale complication dans ce cas-là, c'est les fausses couches, la mort fœtale in utero ou bien des fœtus qui présentent une déshydratation en intra-utérin. Donc, pour le plan diagnostic, comme vous l'avez dit, chez les sujets qui sont immunocompétents, en général, lorsque vous avez l'éruption malaire, c'est-à-dire l'éruption malaire classique, avec localisation sur les joues de l'érythème infectieux, ça permet, ça conforte dans 90% des cas le diagnostic d'infection à parvovirus B19. Par contre, si vous êtes amené à faire un diagnostic étiologique spécifique chez certains patients immunocompétents, c'est-à-dire vous doutez de votre diagnostic ou dans le cadre d'un enfant qui fait une crise aplasique, transitoire ou chronique, vous pouvez être amené à faire un diagnostic de certitude. Et dans ce cas-là, c'est la sérologie ou bien la PCR qui va vous permettre de confirmer votre diagnostic. Maintenant, pour le diagnostic différentiel, c'est comme vous l'avez dit, pour l'érythème infectieux, ça va se faire avec la rubéole, la rougeole, la roséole, avant qu'il n'y ait eu en fait une généralisation au niveau du tronc et des membres. Pour la forme avec arthrite aiguë, il faut faire le diagnostic différentiel avec la polyarthrite rhumatoïde. Et le principal élément qui va te permettre de faire le diagnostic entre ces deux-là, c'est que dans la polyarthrite rhumatoïde, les signes ne vont pas disparaître en quelques jours. Donc, ils persistent au-delà de plusieurs semaines, en dehors des autres signes qui l'accompagnent. Donc, pour la gestion, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de traitement antiviral spécifique pour l'infection à parvovirus B19. Donc, en général, ce sont des formes simples que les enfants font. Ce sont des formes bénignes, asymptomatiques, qui ne nécessitent aucun traitement parce que c'est transitoire, ça disparaît tout seul. Et malheureusement aussi, il n'y a pas de traitement antiviral spécifique. Mais comme vous l'avez dit, lorsqu'il y a certaines complications graves, telles que la crise aplasique, qui survient chez certains patients, qui en plus présentent par exemple une drépanocytose ou une thalassémie ou une sphérocytose, chez ces patients-là, on peut être amené à faire une transfusion de culoglobulaire. Et chez les patients immunodéprimés aussi, on utilise des immunoglobulines. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de posologie claire qui a été établie, même dans les documents que j'ai consultés, il n'y a pas de posologie claire qui a été établie pour l'immunoglobuline. Il faut juste la donner en IV et discuter avec les hématos pour trouver une dose spécifique en fonction du tableau clinique. Donc, pour la prévention aussi, vous avez fait une très bonne... vous avez bien développé cette partie-là, c'est-à-dire éviter tout ce qui peut permettre la transmission de l'infection à parvovirus B19, donc en se focalisant plus sur tout ce qui est règles d'hygiène, éviction des enfants et autres, juste le temps que l'enfant ne fasse sa maladie et qu'il n'y ait plus de risque de contamination. Donc, il faut prendre en compte les dernières remarques que je vous ai faites, sinon c'était une très bonne présentation également. Donc, on va enchaîner avec le dernier cours. Merci.